keeping everything crossed as to see whether Colin and Nicky Grist can nurse this car. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui j'ai le sourire parce qu'enfin, après 3 ans d'existence de la chaîne YouTube, je vous présente finalement une Ford Focus RS MK1. Alors pourquoi j'ai envie de vous présenter cette voiture, pourquoi j'ai envie de vous en parler en détail? Tout simplement parce que à la base, pour ceux qui suivent depuis très longtemps la chaîne, vous savez que j'ai commencé la chaîne YouTube en essayant des petites bombinettes dans ce genre-là, des plus modernes, des plus anciennes. Mais j'ai toujours eu une passion pour ces petites voitures parce que soyons réalistes, les supercars, les voitures qui font 8000 chevaux, c'est très bien, mais pour la plupart d'entre nous, on ne peut pas les acheter. C'est toujours le problème. Alors que ça, on se sent concerné parce que c'est une voiture qui ne vaut pas 150 000 €, mais qui n'en est pas moins ultra intéressante et qui n'en est surtout pas moins ultra fun à conduire. Avant de parler de l'histoire de cette voiture, parce que ça fait partie des choses qui la rendent vraiment très spéciale, je vous rappelle, pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue déjà, il y a sûrement du vent. N'hésitez pas à vous abonner, je m'appelle Erwan et je présente des voitures de sport d'un peu toutes les générations sur ma chaîne YouTube. Et cette chaîne est pour moi l'occasion de partager mon amour de l'automobile et j'espère de vous en apprendre un petit peu sur des tas de voitures d'intérêt. J'essaie de trouver généralement des pépites, des voitures qu'on ne voit pas trop, des véhicules assez rares, de vous faire des très belles images avec mon équipe et surtout, c'est là que ma chaîne est particulière, j'essaie de vous transmettre les sensations de manière à ce que vous ayez l'impression d'être au volant. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette Focus RS. Vous l'aurez sûrement reconnu, cette voiture était dans la dernière vidéo que vous avez vue chez Forever Young. Forever Young, c'est la nouvelle société annexe de chez Moteur Essence et qui est spécialisée dans la vente, l'achat et la recherche personnalisée de Youngtimer, de petites bombinettes, comme l'ont dit Sylvain et Pierre la dernière fois. Et donc cette voiture est à vendre, elle n'a que 111 000 km, elle est dans un très bel état. Donc si la vidéo vous a convaincu et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un exemplaire bien suivi, l'annonce est dans la description, je vous laisse les contacter de ma part. Parlons un petit peu de l'histoire de cette Focus RS MK1. À la fin des années 90, Ford a envie de redorer un petit peu son blason à travers le rallye, plus particulièrement le WRC. Chez Ford, à partir de 1997, c'est la société N-Sport, qui est une écurie de rallye, qui s'occupe de créer les voitures de rallye pour Ford. Et donc Ford commissionne N-Sport pour construire une voiture, nouvelle génération, qui va être compétitive face aux voitures qu'on connaît, les Subaru, les Mitsubishi, etc., sur les rallyes et surtout qui doit être compétitive au championnat. Alors, si vous suivez la Formule 1, si vous regardez la chaîne de Despiello, vous saurez sûrement qui est Günther Steiner, c'est le team principal de l'écurie de Formule 1 Haas, et c'est lui, parce qu'il bossait chez M-Sport à l'époque, qui s'est chargé du design et du développement de cette voiture avec ses équipes. Donc la voiture est présentée en 1998 et en 1999, elle commence sa carrière en WRC, une carrière qui se déroulera jusqu'en 2003. Malcolm Wilson's team have worked very hard. There's the driver line-up alongside McRae. Exciting day for us, for all M-Sport, for all the people which worked on this project. Great traction, of course, 3 active diffs there, all the very latest technology. La voiture s'appelle donc Focus RS WRC, elle connaîtra plusieurs évolutions durant sa carrière. Elle n'aura pas une carrière flamboyante, mais elle sera quand même généralement sur le haut du tableau. Et surtout, elle sera conduite par des pilotes, je pense, qui parleront à tout le monde. Peter Solberg, Carlos Sainz et entre autres Colin McRae. Voilà, rien que ça. Et pendant ce temps-là, dans la division voitures de route de chez Ford, la Focus est un carton et ils se disent tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas la Focus pour faire là aussi une voiture qui concurrencerait les Mitsubishi Lancer Evo, les Subaru Impreza WRX, voilà, mais sur la route et surtout en traction. Donc pendant ce temps-là, il y a un monsieur qui s'appelle Martin Lich, qui est directeur de Ford Europe à l'époque, qui pousse le développement de cette fameuse voiture de route. Et après 4 années de développement, 4 années, surtout qu'il y a eu des hauts, des bas, la voiture elle a changé de nom, elle a changé de couleur, elle a changé de moteur, bref. En 2002, la voiture voit le jour et est nommée la Focus RS. Et la voiture a eu un cycle de vie très court, entre 2002 et 2004, il n'y a eu que 4000 exemplaires à peu près de produits. Donc cette voiture, à l'image d'une Lancia Delta ou d'autres, c'est clairement une voiture d'homologation et c'est ça qu'on aime.
parce que ça c'est des voitures qui ont vraiment un pédigré historique qui est ultra puissant. Être lié directement au WRC, c'est quand même un petit peu cool. Toutes les Focus RS sont sorties dans cette teinte et qui s'appelle Imperial Blue, qui lui va vachement bien. La Focus RS, elle est connue pour avoir voilà, cette couleur bleue. Il y a énormément de différences avec la Focus de route. La plus puissante à l'époque, c'était celle avec le 2 litres de 170 chevaux. Déjà, la voiture a été rabaissée de 25 mm. On a des amortisseurs Sachs. Les voies ont été élargies de 68 mm en tout, vous le voyez bien. Là, avec ces parties. Elle est bien musclée la voiture, elle est bien galbée. On a tout un bouclier avant spécifique avec les petites ailettes ici sur les côtés, les jantes OZ Racing, du freinage Brembo avec des étriers à 4 pistons à l'avant. La voiture n'existe qu'en 3 portes et elle a vraiment un petit look à la fois discret mais en même temps bien musclé, bien compact. On est vraiment dans les petites sportives des années 2000. À l'arrière, une seule sortie d'échappement, celle-ci est modifiée, c'est une ligne d'échappement Miltech. On a un petit béquet à l'arrière, là encore très discret. On a des bons feux énormes qui ont bien vieilli, hein, c'est plus trop au goût du jour. Le petit badging RS ici, et sinon des badgings RS, ça c'est amusant, on en a aussi sur les montants de porte là. Je vous présente l'intérieur juste après parce qu'il est vraiment très cool. Dites-moi ce que vous pensez de l'extérieur de cette voiture. En termes de concurrence, elle est vraiment allée se placer face au Civic EP3, Golf 4 R32, Leon Cupra R, etc. Par rapport à ses concurrents d'ailleurs, la Ford avait un avantage parce que c'était l'une des plus légères. Elle ne pèse qu'environ 1275 kg, en dessous d'une tonne 3, alors que par exemple la Golf 4 R32 était à plus de 1400. Si vous n'avez jamais vu comment ouvrir le capot d'une Focus RS MK1, c'est assez rigolo, ça se passe pas au niveau d'une tirette qu'on pourrait avoir sous le conducteur. On soulève ça, on met la clé, hop, et on tourne dans l'autre sens pour libérer. Si j'y arrive, tout à l'heure j'ai galéré aussi. En fait c'est juste très lourd. Voilà, bon, je le faisais mal. Et donc ici on retrouve un moteur 4 cylindres 16 soupapes de 2 litres, avec évidemment un petit turbo Garrett qui souffle à 1 bar. La voiture sort 215 chevaux et 310 Nm de couple disponible à environ 3500 tours minute. J'aime beaucoup la présentation, on a ici le petit Duratec RS, logo Ford, belle durite ici. Ici on a une petite dump valve. Toute la puissance est évidemment transmise aux roues avant. Il y a un autobloquant Quaife. Je sais pas comment ça se prononce, dites-le moi dans les commentaires, je crois que c'est Quaife. Mais bref, un autobloquant qui permet de passer tout ça au sol et d'être beaucoup plus efficace. Donc pour l'instant on a une histoire sympa, un moteur avec des watts, un extérieur qui a quand même de la gueule, et l'intérieur qui est aussi très sympa, il faut le dire. Alors Ford à l'époque a été pioché chez Sparco dans son catalogue pour quelques petites pièces, notamment ces beaux sièges baquets qui sont vraiment confortables. On est assis assez haut dans la voiture, mais ils apportent une vraie touche sympa à l'intérieur de la voiture avec ces grandes bandes bleues en cuir et tout le reste est de l'Alcantara. Le petit volant, alors qui est clairement issu d'une Ford Focus normale, donc qui a un design, on peut le dire, assez dégueulasse. En revanche, très belle couronne en Alcantara avec le noir, le bleu, les surpiqûres bleues et le marquage en bleu à midi. On a les petits compteurs dans le fond qui sont là aussi marqués de bleu. On a le logo RS. Le logo RS, il faut savoir qu'on l'a, je ne sais pas combien de fois dans la voiture, mais beaucoup. On l'a sur chaque tapis de sol, sur chaque siège, on l'a sur le levier de boîte de vitesse. On l'a beaucoup de fois sur la voiture, mais c'est pareil sur une MK2. La banquette arrière, même si elle est siglée Sparco, est exactement la même qu'une Focus normale. On a juste évidemment tous les détails bleus. On a d'ailleurs du cuir dans les contreportes. Bon, faut le dire, voilà, cette instrumentation, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. La bonne clim manuelle, ça respire le plastique, etc. Mais bon, c'est les années 2000 et il faut quand même reconnaître que toutes ces touches de sport là, c'est assez sympa. Mais le meilleur endroit, c'est la console centrale. Donc on a, là encore siglé Sparco, on a un beau frein à main avec une partie là en aluminium, avec une zone de préhension voilà, qu'on peut bien tenir en main. Et là, une partie en carbone, alors c'est assez connu, ça vieillit sur les Focus RS, avec le bouton Engine Start, qui est un vieux bouton vert là, entre les sièges, c'est hyper drôle. Donc en fait, il faut tourner la clé et on appuie sur le bouton pour démarrer la voiture. Et juste à côté, on a une petite pièce avec marqué ici 3619, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu 4000 exemplaires de la Focus RS MK1 produite. Et donc cette petite plaque voilà, vous donne le numéro de votre voiture sur les environ 4000 produites. Et pour terminer, levier de boîte de vitesse avec ici le bout en rond, 5 vitesses. L'embrayage a été renforcé, d'ailleurs au niveau des pédales c'est aussi siglé Sparco. Un petit pédalier en aluminium et en caoutchouc avec les pédales bien rapprochées, nickel pour le talon pointe. Il reste plus qu'à conduire. Ce petit moteur 2 litres Zetec turbo là,
il embarque pas mal de pièces qui sont directement issues de la Focus WRC dont je vous ai parlé. Notamment la pompe à eau, les bielles, les injecteurs, les soupapes. Donc il n'y a pas que l'histoire qui lie cette voiture au WRC. Il y a carrément des organes du moteur. La Focus RS, comme toutes les petites voitures de cette catégorie, c'est clairement une dévoreuse d'asphalte et une grosse dévoreuse de virolo. La légèreté, c'est génial dans ces voitures. Ah, c'est virulent en faisant occuper. Hein. Les freins ont bien du mordant. Oh, le train avant, c'est dingue. On peut l'envoyer dans les virages. C'est auto-bloquant. Voilà, je joue le moteur. Ce qui est génial avec cette voiture, c'est comme je vous le disais, on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus que 215 chevaux seulement. Du coup, à chaque fois qu'on rentre dans la zone turbo, déjà vous êtes collé au siège, ensuite il faut s'accrocher au volant parce qu'il y a tellement de puissance qui passe sur les roues avant et qui passe vraiment avec cet autobloquant que le volant, vous avez des grosses remontées de couple et il faut vraiment le tenir. Il faut le tenir et la voiture, elle est tractée par le train avant avec une puissance de dingue. Ah, c'est hyper drôle. Ce moteur, il est fou. Il est juste génial. Il y a vraiment un effet on-off. Et quand ça charge, putain, ça vous met... ça met la banane. Ça m'avait manqué d'essayer des petites caisses comme ça. Ah, des voitures, on sent qu'on peut les cravacher. Elles adorent ça, elles en redemandent. Tout ce qui est frein à main et arriver sur un virage en freinage pied gauche avec une légère dérive de l'arrière, elle adore. On va pas tester aujourd'hui. Mais il y a une ambiance, même au niveau de la sonorité. Il y a une ligne d'échappement sur cette voiture, une ligne Miltech. C'est présent à l'intérieur, c'est rauque, il y a des explosions. Ouais, et ça met une petite ambiance rallye un peu. Et ce moteur, attendez, je vais vous refaire une accel première. On sent le train avant qui cherche un petit peu la route lorsqu'on accélère sur les 2-3 premiers rapports, alors que en première et en deuxième, le couple est limité. Oh, l'explosion. Ah, ça c'est de la conduite, ça. Ah, c'est génial. Ça marche, hein, ça marche super fort. Ce mix là d'agilité, de train avant, de fou furieux, de moteur qui est incroyable. Il est dingue ce moteur. C'est le couple qui fait tout là. La vague de couple que vous prenez dans la gueule à 3000 tours, c'est trop bien. Je pense que pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, bah ça c'est les voitures de nos jeunesses. C'est une petite voiture qui fait rêver, ça. Allez, la deuxième. Oh, on entend les pneus qui essaient d'attraper le grip. La direction aussi est vachement bien. Alors ce volant, il a beau être moche, il a une très bonne prise en main, il est assez agréable. La 9 valves, c'est marrant aussi. Mais la direction est précise, ouais. Elle a pas mal de poids, donc on sent vraiment bien ce qui se passe. Elle est pas trop lourde. Oh là là, et les pneus avant ils prennent cher. Les pneus avant, on les sent qui sont à la limite de la recherche de grip. Ah, c'est fantastique comme bagnole. Autre avantage de cette petite voiture, les sièges Sparco maintiennent très bien. On est bien enveloppé. La position de conduite est très haute, au moins on a une très bonne vision de la route, ça c'est plutôt cool. On a les jambes qui tombent un peu comme dans une position camion, avec les tibias à la verticale sur les pédales. Pédales d'ailleurs qui sont bien rapprochées, nickel pour le talon pointe. Il y a une bonne progressivité dans l'attaque de frein, avec une pédale assez franche. L'embrayage, c'est particulier et très très haut.
le point de patinage est vraiment tout en haut. Donc ça, pour les départs en première, même pour les manœuvres et tout, c'est assez bizarre, il faut s'y habituer. Vous voyez le volant, il fait sa vie. Oh là là, on a envie de faire ça toute la journée avec ce genre de caisse. Ça me met une banane, j'adore. C'est trop bien. Puis il y a de l'ambiance à l'intérieur, c'est vivant. C'est vivant, c'est engageant, c'est ça qu'on veut. 1300 kg, 215 chevaux, petite traction. C'est trop drôle. Ah ouais. Je le disais au début de l'essai, cette voiture elle est un peu sous-estimée. On m'avait dit que c'était cool, on m'avait dit qu'il fallait se battre avec la direction, mais je m'attendais pas que ça soit à ce point là. Et surtout quand je regarde le compteur, bon là que vous pouvez pas voir pour des raisons évidentes, bah, ça marche. On dit qu'avec des caisses de 500 chevaux on peut perdre son permis facilement. Avec ça vous êtes servi. Et puis il y a ce côté ultra jouissif de le petit mano de turbo là avec l'aiguille qui va se coller à un bar. Oh là là, mais c'est ce train avant, quand vous vous dites que vous êtes déjà un peu à la limite, le train avant il vous dit non non t'inquiète, il y en a encore. Et la façon dont la voiture resserre à la corde, vous avez juste à pointer, gaz, et la voiture, boum, elle sort à fond. Oh là là, qu'est-ce que c'est marrant ces petites caisses. Si quelqu'un a une Civic Type R EP3, le moteur qui prend 9000 là, je suis très chaud pour en essayer une. Ah, c'est une voiture que j'ai toujours voulu essayer. Il y a pas mal de bruit, ça c'est normal, c'est des voitures qui vieillissent un petit peu. Pas mal de bruit, un peu de craquement de plastique, un petit peu des bruits mécaniques parfois. C'est normal, hein, c'est des voitures qui vivent. Mais ça fait partie du charme un peu de l'expérience, c'est pas l'insonorisation d'une Bentley, vous en douterez. Les suspensions sont quand même assez fermes, alors en conduite sportive, sur la route qui va bien c'est génial, parce que la voiture est très maintenue, mais si vous voulez faire un peu de route avec, c'est quand même un peu cassant. Et sinon la boîte de vitesse, alors je trouve qu'elle est bien, les débattements du levier de vitesse sont assez courts, en revanche ça manque un petit peu de précision. Il faut bien accompagner le levier, mais une fois que vous avez bien imprimé le maniement, ça se passe super bien. Il faut un peu décomposer les mouvements, quoi, c'est tout. Là, il faut un peu plus prendre son temps, surtout avec l'embrayage qui est très long. On sent la direction qui se durcit quand vous êtes en charge, tellement le train avant, il en a dans la tronche, quoi. C'est pas piégeur, tout est... On sent qu'il y a eu un vrai développement de cette voiture. On sent qu'elle n'a pas été faite dans un arrière-bureau de je sais pas où. Il y a des mecs qui s'y connaissent, qui y ont réfléchi. Et c'est pour ça que cette voiture, c'est un vrai petit collector. La cote a énormément augmenté. Et aujourd'hui, on les trouve ouais, entre 15 et 20 000 euros ces voitures. Mais alors c'est cher, ça fait beaucoup d'oseille pour... un petit machin comme ça. Par contre, c'est une valeur sûre. Et qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est différent, on en voit très peu. Ah, là c'est une vraie découverte. J'aime beaucoup. C'est trop drôle. Ah, c'est une machine à smile. C'est génial. Merci d'avoir regardé. Et à très vite sur The Glove Driver. Et n'hésitez pas à me donner des idées de voitures de ce type, de petites bombinettes comme ça, que je pourrais essayer sur la chaîne et vous présenter. A très vite, ciao.